La tarte sortait tout juste du four quand le téléphone a sonné. Je portais encore ma blouse d'hôpital sous un manteau d'hiver épais, l'odeur de cannelle et de sucre brun s'accrochant à mes manches comme une seconde peau. Dehors, la neige tombait encore, à la manière silencieuse et posée de la neige du Michigan, lente, délibérée, comme si elle savait qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. À l'intérieur, tout était prêt. La valise attendait près de la porte, à moitié fermée, avec un pull vert forêt soigneusement plié par-dessus. Une pile de cadeaux emballés reposait doucement contre le banc de l'entrée, de petites choses choisies avec attention. Le bourbon préféré de papa, celui qu'il prétend toujours ne pas aimer mais qu'il finit une fois le dessert servi. Un livre de cuisine que Céleste pourrait réellement apprécier. Des chaussettes décorées de petites dindes pour Ethan, parce que la tradition reste la tradition, même s'il ne se souvient jamais d'où elles viennent. Je ne m'étais pas encore assise. Je cochais encore les derniers éléments de ma liste mentale quand le nom d'Ethan s'est allumé sur mon écran. « Salut, Nat » a-t-il commencé, la voix chaleureuse et trop enjouée, ce ton que les gens prennent quand ils s'attendent à une réaction qu'ils n'ont pas envie de gérer. Écoute. Céleste est très sensible aux énergies, et avec ton emploi du temps à l'hôpital et tout ça, parfois, l'atmosphère autour de toi est un peu lourde, tu vois ? Je suis restée là, une main sur le moule à tarte, l'autre serrant un peu plus fort le téléphone. Je pense que, cette année, ce serait mieux si tu ne venais pas. Juste pour garder les choses légères. Il l'a dit comme si ce n'était rien. Comme si rater Thanksgiving avec ma famille était un choix banal, un petit accroc dans le programme dont on rirait plus tard. Comme si je n'avais pas déjà posé mes jours, emballé les cadeaux, fait la tarte. Quelque chose de sec et tranchant est passé dans ma gorge. D'accord, ai-je dit. C'est tout. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était douce comme du sirop, ce ton qu'elle prenait toujours quand elle devait rendre quelque chose de désagréable présentable. Chérie, on essaie juste de rendre les choses faciles pour tout le monde, a-t-elle dit. Tu sais comment est Céleste. Si tu viens, ça pourrait semer la confusion. Honnêtement, on ne répondra peut-être même pas à la porte. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé qui avait décidé que j'étais celle qui ne méritait pas d'être là. À la place, j'ai débranché la guirlande accrochée à la fenêtre. J'ai plié les serviettes en tissu que j'avais mises de côté pour les apporter. J'ai rangé les chaussettes et la tarte au frigo. Puis je suis allée m'asseoir à la table de la cuisine, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon application bancaire. D'abord, le virement automatique que j'avais mis en place pour alimenter le fonds d'entretien de leur maison annulé. Ensuite, le complément mensuel sur le compte d'Ethan annulé. La participation aux séances de thérapie de maman annulée. Tout ce qui faisait de moi une présence utile mais invisible effacé en silence. Le radiateur a sifflé derrière moi, seul bruit dans la pièce. J'ai regardé la tarte encore chaude, intacte. Puis j'ai ouvert un tiroir, pris un stylo et un bloc-notes jaune, et j'ai commencé à écrire. 2015 fourniture d'art pour Ethan. 2016 frein neuf pour le camion de papa. 2017 réparation du toit. Ligne après ligne, année après année. À un moment donné, j'avais arrêté de compter ce que je donnais. Mais ce soir, je comptais. Il n'oubliait jamais les dindes en papier d'Ethan. Chaque année, ces petits oiseaux bancals faits de main en papier de construction et dieux mobiles apparaissaient dans des photos encadrées, des diaporamas familiaux, même en décoration de sapin une année. Mais la tarte, celle qui arrivait à chaque Thanksgiving comme une horloge, encore chaude, toujours dévorée, toujours disparue avant qu'on ne débarrasse les assiettes? Personne n'avait jamais demandé. Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Que l'amour n'en avait pas non plus. C'était avant la nuit dernière. Maintenant, assise en tailleur sur le sol du salon, ma tasse de thé tiédi dans une main, le bloc-notes jaune dans l'autre, j'ai commencé à remonter dans le temps. 2014 payé le premier mois de loyer d'Ethan quand il a raté un dépôt freelance. 2013 pris en charge l'opération dentaire de maman après le refus de l'assurance. 2012 acheté un nouveau manteau d'hiver pour papa. J'écrivais lentement, laissant chaque ligne tomber comme la neige, douce, silencieuse, lourde quand elle s'accumule. Le radiateur cliquetait derrière moi. J'ai pris une gorgée de thé devenu amer et froid,
mais je ne me suis pas levée pour le réchauffer. Je suis restée là, à laisser les souvenirs revenir. Quand nous étions enfants, je me souviens de moi debout sur un petit escabeau à côté de maman, les dents à éplucher les patates douces pour le gratin. Elle me regardait à peine en me tendant l'épluche légumes, les yeux déjà tournés vers Ethan. Il était à la table, avec des bâtons de colle, inscrivant des prénoms sur des cartes en papier coloré. Il avait écrit « Mamie » avec un R à l'envers. Tout le monde avait ri, dit que c'était adorable. Quand j'ai ramené un bulletin rempli de A, j'ai eu droit à un hochement de tête et un « Beau travail, ma chérie ». Mais quand Ethan a reçu un ruban de participation pour la chorale de l'école, papa l'a scotché sur le frigo pendant 2 semaines, comme si c'était un trophée. Je m'en souviens. Puis elle s'est de nouveau tournée vers la cuisinière. Ethan, pendant ce temps-là, a abandonné la fac 3 fois. Une fois, j'ai retrouvé un carnet de croquis que j'utilisais à la fac de médecine, de minuscules aquarelles, des pensées griffonnées entre 2 rotations, jetées dans la poubelle de recyclage sous des prospectus de supermarché. Quand j'en ai parlé, papa a dit « Oh, c'était à toi ». Je croyais que c'était un brouillon d'Ethan. Je crois que c'est à ce moment-là qu'un déclic s'est produit en moi. Pas par rancune, par lucidité. Certains brillent sous les projecteurs. D'autres s'assurent que la lumière reste allumée. J'ai baissé les yeux vers ma liste. 2016 Thanksgiving, j'ai fait la purée de patates douces. Ils ont dit qu'Ethan l'avait décorée. Je ne les ai pas contredits. Et je ne le ferai pas maintenant. Mais je n'oublierai pas non plus. Le matin de Thanksgiving est arrivé sans texto de groupe, sans GIF de « Joyeux jour de la dinde », sans demande de dernière minute pour de la glace ou de la crème fouettée. Juste la neige. J'ai fait du thé, pas du café, un mélange à la cannelle et à la camomille, parce qu'il remplissait l'appartement d'une chaleur que je savais ne trouver nulle part ailleurs ce jour-là. Je n'ai pas mis de musique. Pas de playlist festive, pas de jazz discret en fond. Juste le bourdonnement du radiateur et le sifflement doux de la bouilloire. La tarte était toujours dans le frigo, intacte. Je ne l'ai pas sortie. À la place, j'ai bougé lentement, repliant le plaid sur le canapé, allumant une petite bougie près de la fenêtre. L'odeur indiquait cidre épicé, mais pour moi, elle sentait juste l'effort. Il y avait un brouillon de messages que j'avais écrit la veille, quelque chose de neutre, comme je vous souhaite un Thanksgiving chaleureux et joyeux. Il était resté dans mon téléphone, non envoyé. Je l'ai supprimé vers 3 heures de l'après-midi, alors que le ciel virait déjà au violet. Mon téléphone a vibré. Tante Lilian, appelle-moi quand tu peux. Il s'est passé quelque chose. J'ai hésité. Tante Lilian n'était pas du genre à dramatiser. Si quelque chose, elle excellait dans les silences feutrés et les gratins à partager. Mais j'ai appelé. Salut ma chérie, a-t-elle commencé, la voix basse. Je me suis dit que tu devrais savoir. Céleste t'a reconnu. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a vu ta photo. Celle sur la cheminée, de cette fête d'anniversaire, tu avais peut-être 9 ans. Tu portais ce gros pull vert. Elle a dit, c'est la docteure Nathalie Hartmann. Elle a sauvé la vie de ma grand-mère. Je n'ai rien dit. Elle l'a dit comme ça. À voix haute. Et d'un coup, c'était comme si on avait retiré l'aiguille du tourne-disque, la pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes suspendues en l'air. Je l'ai imaginé. La salle à manger que je n'avais pas vue depuis des années. Céleste, verre de vin à la main, debout près de la cheminée. Mon visage souriant maladroitement sur une photo fanée. Occupant enfin un espace qu'on m'avait interdit pendant si longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé après, ai-je demandé. Tante Lilian a soupiré. Elle a demandé si tu étais la sœur dont ils parlaient toujours. Je ne sais pas ce qu'ils ont répondu mais, elle a rassemblé ses affaires, a remercié tout le monde, et est partie. Ça aurait pu suffire. Mais plus tard ce soir-là, Céleste a posté quelque chose. Juste quelques lignes. Sans nom. À propos de ce qu'on perçoit dans le silence. À propos de se souvenir de ceux qui étaient là quand personne d'autre ne l'était. Le lendemain matin, il y avait plus de 1000 partages. Apparemment, elle avait des abonnés. Du genre à lire entre les lignes, mécènes d'art, gens de galerie,
ceux qui avaient cru un jour à la vision d'Ethan. Je me tenais dans mon appartement, le téléphone à la main, les yeux fixés sur l'écran. Un message venait d'arriver. Objet, repartons sur de bonnes bases. De maman. CC, papa et Ethan. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je me suis juste contentée de fixer le texte en gras flottant dans ma boîte de réception, comme une bouée lancée trop tard. L'ironie ne m'a pas échappé. On m'a dit que je portais trop. Que mon énergie était trop lourde. Et pourtant, sans moi, tout s'écroulait sous le poids de ce qu'ils avaient tenté d'oublier. J'ai fixé cet email plus longtemps que je ne l'aurais dû. Repartons sur de bonnes bases, c'était l'objet. Vague. Poli. Sans excuse. Comme une enveloppe parfumée masquant la pourriture à l'intérieur. Les mots coulaient comme toujours, mesurés, chaleureux en apparence, vides de sens. La voix de ma mère. Les tournures de mon père. L'indifférence d'Ethan tissée entre les lignes. Un comité familial réuni pour simuler l'unité. Paragraphe après paragraphe d'inquiétude feutrée. On a tous été sous pression. On aimerait se reconnecter. J'y ai presque cru, jusqu'au 4e paragraphe. Si tu pouvais clarifier certaines choses avec Céleste, ce serait bien. Elle interprète mal certains faits. La réputation d'Ethan en pâtit dans son milieu professionnel. Voilà. La vraie raison. Pas comment vas-tu. Pas on est désolé. Juste une demande pour réparer les dégâts qu'ils avaient causés. Sans que mon nom se salisse, bien sûr. J'ai refermé lentement mon ordinateur, comme on repose un fruit dont on vient de découvrir la pourriture à l'intérieur. En milieu d'après-midi, le ciel dehors avait pris ce gris terne de novembre, et le radiateur laissait échapper un sifflement, comme un avertissement. J'étais assise près de la fenêtre avec une nouvelle tasse de thé lorsque mon téléphone a de nouveau sonné. Pas Ethan. Pas maman. Un numéro que je reconnaissais du standard de l'hôpital. Docteur Hartman, dit la voix à l'autre bout du fil. Ici Craig Weller. Je suis l'administrateur qui vous a présenté lors du gala au printemps dernier. Je me suis redressée. Oui, bien sûr. Tout va bien? Il a marqué une pause. J'ai reçu un message de votre père ce matin. Il s'est dit préoccupé par votre état émotionnel. Il a suggéré que vous auriez peut-être besoin d'un congé. Les mots étaient professionnels. Mais l'implication, elle, était personnelle. Craig s'éclaircit la gorge. Pour être franc, rien dans son message ne me semble justifier un suivi. Mais je pensais que vous deviez être au courant. Je l'ai remercié calmement, presque doucement. C'est ça qui m'a le plus surprise. Pas la trahison. Mais le calme en moi, comme si le vent s'était enfin arrêté de hurler. Après avoir raccroché, je suis restée immobile un moment. Mon thé avait refroidi à nouveau. Je ne l'ai pas réchauffé, cette fois. Je me suis levée et suis allée jusqu'au réfrigérateur. La tarte était toujours là. Toujours intacte. La croûte était devenue molle. Elle s'affaissait légèrement d'un côté. Comme si elle aussi s'était lassée d'attendre des gens qui ne viendraient jamais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement ouvert le placard au-dessus de l'évier, sorti la boîte marquée fête, et commencé à replier les décorations à l'intérieur. Les serviettes. La guirlande. La petite dinde en feutrine que j'avais achetée dans un marché d'automne, il y a 5 ans. Je les ai rangées une à une, avec soin. Pas avec colère, mais avec la révérence qu'on accorde aux choses qui ont un jour compté. Puis j'ai pris une petite étiquette dans le tiroir de mon bureau, en ai décollé l'arrière, et écrit 2 mots avant de la coller sur la boîte. Tradition inemployée. Je l'ai portée jusqu'au placard du couloir, refermé la porte, et je suis restée là. Dans le doux bourdonnement de mon appartement. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour se préserver. Et j'en avais fini d'être l'échafaudage soutenant l'illusion familiale de quelqu'un d'autre. Je ne les avais pas vus depuis plus d'1 an. Pas en personne, en tout cas. Des photos flottaient de temps en temps dans les fils de discussion de groupe. Ethan levant un verre de vin à des vernissages. Maman souriant aux côtés du nouveau chiot d'un voisin. Papa à l'arrière-plan,
avec son demi-sourire familier. Mais je ne les avais pas vraiment regardés depuis des mois. Ce dimanche-là, je n'en ai pas eu besoin. Ils sont venus chez moi. C'était un de ces après-midi d'hiver où la lumière semble déjà avoir renoncé à la journée. J'étais à mon bureau, en train de trier des notes de patients, quand on a frappé à la porte. Pas fort. Pas désespéré. Juste, délibéré. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai simplement écouté le son de ma propre respiration. Puis je suis allé jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Ils étaient là. Ma mère, emmitouflée dans son manteau camel, tenant un Tupperware comme on tend une offrande de paix. Mon père, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste, le visage impénétrable. Et Ethan, passant son poids d'un pied sur l'autre comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'être là. J'ai entrouvert la porte d'1 centimètre. Pas pour les laisser entrer, juste pour qu'ils sachent que je les voyais. La voix de ma mère était douce, comme du linge frais tiré d'un tiroir. On a apporté des restes. On s'est dit qu'on pourrait peut-être parler. Elle a levé légèrement le contenant, comme s'il avait le pouvoir de déverrouiller quelque chose en moi. Je n'ai rien dit. Ethan ne croisait pas mon regard. Il fixait le sol comme s'il y trouvait toutes les bonnes réponses. Papa m'a fait un signe de tête qui voulait peut-être dire bonjour ou allons-y. Je ne savais pas. Et je m'en fichais. J'ai scruté leur visage. Pas pour y chercher de l'affection. Même pas des excuses. Juste de la clarté. Et ce que j'ai vu, c'était de l'inconfort, pas du remords. De la stratégie, pas du chagrin. Ils n'étaient pas là parce que je leur manquais. Ils étaient là parce que les retombées devenaient gênantes. C'est là que j'ai compris quelque chose que je tournais autour depuis des années. On peut être généreuse, gentille, indispensable. Mais pour ceux qui ne voient en vous que votre utilité, votre absence est plus menaçante que votre présence. Je ne me suis pas écartée. Je ne leur ai pas demandé ce qu'ils voulaient. J'ai juste dit. Non. Aucune explication. Aucune voix élevée. Juste un mot, comme on referme un livre après avoir lu la dernière ligne. Maman a cligné des yeux. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis refermée. Papa a légèrement froncé les sourcils. Ethan a eu l'air de vouloir parler, mais ne l'a pas fait. J'ai refermé la porte lentement. Je l'ai verrouillée. Et je me suis retournée. Derrière le bois, leurs voix s'élevèrent. D'abord basses, puis plus tranchantes, puis disparurent. Le frottement des chaussures sur le paillasson. Le son étouffé des pas qui s'éloignaient dans le couloir. Je retournai à mon bureau et m'assis. Mon thé était encore chaud, cette fois. En face de moi, sur l'étagère, se trouvait la lettre de Céleste. Je ne l'avais pas encore encadrée. Mais je le ferai. Et peut-être que je l'accrocherai à la place de la photo de famille. Parce que certaines histoires méritent d'être conservées. D'autres, d'être réécrites. La neige tombait plus légèrement maintenant. Plus une suggestion qu'une tempête. Cela faisait 2 semaines depuis Thanksgiving. Et la ville flottait dans ce calme suspendu entre les fêtes. Où chaque vitrine sentait vaguement le pain. Et chaque matin semblait arriver un peu trop tôt. J'étais assise près de la fenêtre, en pyjama en flanelle. Une tasse de café fort réchauffant mes mains. J'avais enfin arrêté d'y mettre de la cannelle par habitude. Cette tasse était juste du café, simple, honnête à sa manière. Le travail avait repris son rythme régulier. Patient, visite, moment de silence. L'une d'elles, une femme de près de 90 ans, me regarda pendant un contrôle de routine et dit. « Tu as l'air plus légère, ma chérie. Il s'est passé quelque chose de bien ?» J'ai souri. Non pas parce que j'avais une réponse. Mais parce que quelqu'un l'avait remarqué. Cet après-midi-là, une petite enveloppe matelassée arriva. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon prénom. Écrit d'une écriture penchée et soignée. À l'intérieur, du papier à lettres ivoire épais. Et une lettre à l'encre, légèrement bavée au coin. C'était Céleste. Elle écrivait au sujet de sa grand-mère. Comment elle continuait à faire du yoga 2 fois par semaine? Et insistait pour choisir elle-même ses fruits au marché chaque samedi.
Puis elle écrivit ceci. Tu ne t'es pas contenté de l'aider à rester en vie. Tu lui as fait sentir qu'elle avait encore sa place. Que quelqu'un n'avait pas renoncé à elle juste parce que c'était plus facile. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis encore. Elle n'écrivait pas pour me flatter. Elle écrivait parce qu'elle m'avait vue. Parce que, pour une fois, quelqu'un en dehors de l'histoire familiale avait choisi de nommer la vérité. Je l'ai encadrée ce soir-là, la plaçant juste au-dessus de mon bureau. Là où la lumière du matin toucherait le verre et me rappellerait. Doucement, chaque jour. Que toute reconnaissance ne vient pas forcément des endroits que l'on attend. Plus tard cette semaine-là, un autre email de ma famille arriva. Plus court, cette fois. Moins travaillé. Tu nous manques. On n'a jamais voulu que ça aille si loin. Peux-tu demander à Céleste de retirer sa publication? Ethan galère. Ça nuit à ses perspectives. Voilà, encore une fois. L'excuse qui attendait quelque chose en retour. Le chagrin qui ne leur appartenait pas. Le prix d'être une gêne, désormais compté en contrat et en opportunité. Je n'ai pas répondu. Certains silences ne sont pas des vides, ce sont des limites. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Non par colère, mais par respect pour la version de soi qu'on a dû se battre pour devenir. Ce soir-là, j'ai siroté mon café lentement. Les yeux posés sur la lettre encadrée. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti le besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'avais pas besoin de leur permission pour exister. Je n'avais pas besoin de leur définition de l'amour pour me sentir entière. Dehors, la neige brouillait les contours de la rue, adoucissant chaque ligne. Et j'ai murmuré. Plus pour moi-même que pour la pièce. Ça suffit, maintenant. Parce que c'était vrai. Toute guérison ne prend pas la forme d'une clôture. Parfois, c'est simplement partir. Et enfin se sentir légère.